Yasmine Abdel-Fadel. Luc, on apprenait aujourd'hui qu'Israël va avoir un gouvernement d'urgence pour la durée de la guerre avec le Hamas. Et d'ailleurs, il y a une unité politique qui est en train de se dessiner en Israël. La principale figure de l'opposition a rejoint Netanyahou. Penses-tu que cette unité va faire perdre à Israël le check and balance là, qu'on imagine, là, l'espèce de voix pour dire, voilà, est-ce que vous allez y aller fort ou est-ce que vous allez y aller de manière... vous allez utiliser votre jugement? Oui. Ben, disons que à la base du gouvernement d'urgence, comme il l'appelle, qu'on appelait historiquement un gouvernement d'unité nationale, Netanyahou s'adjoint Benny Gantz, qui a été premier ministre, qui est le chef de l'opposition, et qui était aussi le commandant en chef, le chef d'état-major des forces israéliennes lors de la dernière guerre de Gaza en 2014. Alors, ça arrive au moment où Netanyahou vivait des difficultés politiques telles qu'on se demandait s'il allait survivre. Politiquement, j'entends. Des manifestations avec des centaines de milliers de personnes dans la rue, parce que il proposait, poussé vers ça par les partis extrémistes qu'il a coalisés, en quelque sorte, pour garder le pouvoir, il voulait enlever des pouvoirs à la Cour suprême. En d'autres mots, si la Cour suprême prenait une décision qui n'était pas conforme aux souhaits du gouvernement, le gouvernement pouvait provoquer un vote à la Knesset et la Knesset pouvait renverser la Cour suprême, ce qui équivaut à dire que l'État de droit cesse d'exister. Alors, il a mis de l'avant cette politique-là. Ça a divisé, ça a polarisé l'État d'Israël comme jamais. Les extrémistes de droite trouvaient que c'était excellent, mais je veux dire, la population principalement concentrée à Tel Aviv, une population venue d'un peu partout dans le monde, était contre ça. Et voyez bien le danger de ça dans le caractère démocratique d'Israël. Ça mettait fin à la démocratie à bien des égards. Quand le judiciaire n'a pas d'indépendance, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie. Alors, encore une fois, Netanyahou, qu'on donne pour mort politiquement à peu près tous les 2 ans, est en train de survivre. Il va rester au contrôle. Maintenant, il semble y avoir un désir de vengeance, et je reviens à tes paroles là, que tu as utilisées il y a quelques minutes. Il y a un désir de vengeance et de la haine dans le regard de tous ceux qui sont impliqués. Les histoires qu'on découvre de plus en plus, comme ce matin, il a été confirmé que des bébés avaient été décapités, 5 mois, 3 mois. C'est terrible. Non, c'est absolument terrible. Et là, au moment où l'on se parle, la dernière génératrice d'électricité vient de lâcher. À Gaza. Oui, à Gaza. Et là, le siège total est en vigueur, c'est-à-dire pas de nourriture, pas de médicaments, pas de pétrole, rien. Et des hôpitaux qui ne suffisent plus. Tu en as parlé, il y a des histoires à briser le cœur. Et on parle d'un enfant de 5 ans souffrant de blessures par écrasement, un enfant de 9 ans souffrant de brûlures au visage et un garçon de 14 ans souffrant d'une fracture ouverte comprimée du crâne. Et là, je cite le médecin britannique dont tu parlais tout à l'heure. Le garçon avec une fracture ouverte, ses parents sont décédés. Il est complètement seul. Beaucoup de ces enfants sont désormais seuls. Ils étaient chez eux lorsqu'ils ont été attaqués. Ils ont perdu leurs parents. Ils sont trop troublés pour parler. On parle d'une vaste majorité. D'abord, c'est la population la plus jeune au monde. Une moyenne d'âge de 18 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants de 8 ans, 9 ans, 7 ans, et ainsi de suite. Et ce que fait Israël présentement, c'est pas de se défendre. C'est presque une politique d'étouffement complet. Et le droit international a beaucoup développé la notion au cours des dernières décennies du droit humanitaire. Le droit humanitaire, c'est cette notion selon laquelle on ne peut pas priver des humains, des civils, des besoins essentiels à la survie. Là, donc... Mais comment des hôpitaux peuvent fonctionner sans électricité, sans gaz, sans médicaments, sans eau? Mais voilà. On parle d'hôpitaux là, pour les personnes qui sont blessées, là.
Oui, puis il y en a beaucoup, là. On parle ici d'un débordement incroyable dans les meilleures circonstances. Là, c'est comme... Ils meurent comme des animaux. Mais ce couloir humanitaire là, qui est réclamé par l'Organisation mondiale de la santé... Et par beaucoup d'autres, et par dont beaucoup le Canada. d'autres, le Canada. J'ai 2 questions pour toi, Luc. Penses-tu que ça va arriver? Et deuxièmement, quelles seraient les conséquences si Israël dit non, pas de couloir humanitaire? Moi, je pense que ça va arriver. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur le plan opérationnel? Israël va dire oui à un corridor humanitaire et là, va installer ses troupes chaque côté du corridor, puis la minute qu'ils vont voir quelqu'un qui leur apparaît un peu louche, bang, ils vont se mettre à tirer. Alors, le corridor humanitaire... Écoute, je fais de la politique fiction, là. Je ne l'ai pas vu arriver encore, mais c'est très prévisible. Parce qu'au fond de leur cœur, la haine que tu vois dans le regard des Israéliens est telle qu'ils n'en veulent pas vraiment de ça. Ils aimeraient ça que, comme l'avait dit Yitzhak Rabin à la fin des années 90, Gaza, si j'étais capable, je le coulerais dans l'océan. Mais je ne suis pas capable. Personne ne veut s'occuper de Gaza. L'Égypte, qui est l'autre porte, il y a 2 portes, veut rien entendre, veut pas en parler. Évidemment, elle a des obligations, l'Égypte, à l'égard d'Israël, en vertu de nombreux traités qui ont été signés. Mais il y a 2,2 millions de personnes qui sont pris comme des animaux dans une cage. Pas d'eau. Pas d'eau. Pas d'électricité. Pas de nourriture, pas de médicaments, pas de parents, pas d'orphelinat, pas d'école, rien. Un humain, c'est un humain. On peut pas commencer à dire « Ouais, mais lui, il fait partie des Palestiniens, puis c'est eux autres qui ont décapité des bébés. » Mais les enfants de 10 ans n'ont pas décapité de bébés. Moi, quand je lis là, dans cet article-là, parmi les autres enfants soignés figure un enfant de 5 ans souffrant de blessures par écrasement, un enfant de 9 ans souffrant de brûlures au visage, un enfant de 14 ans souffrant d'une fracture ouverte comprimée du crâne, et que j'entends que 40 enfants ont été décapités. Pour moi, c'est tous des enfants qui ont vécu de sordides histoires. La guerre, c'est dégueulasse. La guerre, c'est immoral. La guerre, c'est inacceptable. Ce qu'a fait Hamas, c'est inacceptable. C'est du terrorisme à l'état pur. C'est du terrorisme... Oui, puis sauvage, puis vraiment, là, mais c'est barbare, sans limite. Gengis Khan serait fier de regarder ça aller. Mais ce n'est pas une raison d'appliquer la loi du talion. Exactement, parce que c'est très évident qu'avec ses moyens militaires, si Israël décide que Gaza va cesser d'exister, Gaza va cesser d'exister. Gaza va devenir un stationnement, comprends-tu? Et encore, ça pourrait devenir un port. Ça pourrait devenir un port, en effet. Alors, de grâce, restons calmes, pensons aux enfants, pensons aux humains. Désescaladons cette crise. Au plus rapide possible. Luc Lavoie, toujours un plaisir. Toujours un plaisir.